C'est bon? Très bien. Ah, c'est parfait. Bien. C'est Donc, à vous. après discussion avec les amis du laboratoire Boehringer, que je remercie beaucoup, et que c'est une communication qui n'a rien à voir avec le produit, c'est juste d'intérêt général. Et ensemble, on a discuté sur les complications post-Covid, parce que nos collègues doivent savoir que le syndrome post-Covid, c'est quoi? C'est la résurgence des signes cliniques après la phase aiguë, un mois et demi, 2 mois et demi, c'est un patient qui est guéri et subitement, il se met à faire des signes. Il commence à être fatigué, il a mal à la tête, il a des vertiges, il est essoufflé sans aucune raison. D'accord? Et ça, c'est vraiment difficile à prendre en charge. C'est pas une rechute, c'est des symptômes. On ne sait pas comment ils surviennent. Ça, c'est une chose. Mais la fibrose post-Covid, c'est des complications euh, dues à l'atteinte respiratoire. Donc, on ne va pas parler du syndrome post-Covid, parce que ça fait beaucoup de temps. On va parler surtout de la fibrose post-Covid. Mais avant de parler de la fibrose post-Covid, il faut voir l'évolution des lésions radiologiques de la Covid. Et je profite de ce moment pour dire que cette Covid-19 a mis à nu nos lacunes, nous pneumologues, du moins moi-même, je m'assume, sur nos faiblesses dans l'interprétation du scanner. Et avec cette Covid-19, on a essayé de se racheter et il faut à tout prix se mettre au diapason et apprendre à interpréter. Donc, je ne parle pas des jeunes qui ont dans leur enseignement le scanner. Nous, à notre époque, le scanner n'était pas très répandu et nous avons aussi pas appris, mais là, on est obligé de remettre les pendules à l'heure. Ça, c'est un. Et on a aussi vu d'une manière flagrante ce fossé entre les radiologues et les pneumologues. Alors qu'il est temps de créer des ponts, des passerelles, parce que le pneumologue et le radiologue doivent s'unir, doivent travailler en collaboration dans l'intérêt du patient. Et si on ne fait pas une lettre explicative, détaillée, et c'est comme ça que des malades qui avaient des fibroses avec vers des polis étaient étiquetés de Covid, des malades poumons cardiaques étaient étiquetés de Covid, donc s'il y avait cette collaboration entre les deux médecins, pneumologues et radiologues, on aurait peut-être évité beaucoup de choses. Donc mon souhait, c'est d'abord, nous, de nous améliorer dans l'interprétation du scanner et on pourra solliciter des laboratoires pour nous faire des formations avec des référents en radiologie et il faut essayer de travailler en réseau, de trouver les solutions nécessaires pour travailler en équipe avec l'équipe des radiologues. Et si on s'attaque au problème des pneumopathies infiltrantes diffuses, on verra qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir. Ceci étant, bien, avant toute chose, il faut faire la différence entre le virus SARS-CoV-2, COVID-19, et la maladie qu'on appelle la COVID-19. Rappel important, la période d'incubation de SARS-CoV-2 est estimée entre 2 et 14 jours. Elle peut être plus longue, mais souvent c'est 2 à 14 jours. Souvent, la médiane, c'est 5,1 jours. Tandis que 97% des patients développent des symptômes et le font en moins de 1 jour. Mais il faut retenir que plus de la moitié des patients sont asymptomatiques. Et c'est des patients asymptomatiques qui transmettent la maladie et qui pensent qu'ils ne sont pas malades, mais qui peuvent véhiculer la maladie et la transmettre à des patients à risque. Les complications respiratoires, cardiaques, défaillance multiviscérale
sur comment faire la part des choses en pratique courante, ce n'est pas chose aisée. On peut avoir un syndrome de détresse respiratoire aiguë. On peut avoir une atteinte cardiaque, la myocardite à Covid existe, un infarctus à Covid existe, un arrêt cardiaque existe, on peut avoir des embolies pulmonaires et la catastrophe, c'est des microthromboses qui freinent le réseau artériel pulmonaire. On peut avoir une défaillance multiviscérale, c'est quand la maladie s'aggrave subitement, et on peut avoir des surinfections, c'est une virose. Elle peut faire le lit des maladies bactériennes, comme le pneumocoque, le staphylocoque. C'est une maladie qui tue, c'est clair. On ne sait pas exactement combien elle tue, mais elle est estimée entre 2 et 3%, alors qu'elle était beaucoup plus pour les frères des coronavirus précédents. Pour le SARS-CoV en 2003, c'était 10%. Pour le MERS-CoV en 2012, c'était 37%. Il faut retenir qu'un scanner normal n'élimine pas la COVID-19 et qu'il peut être, durant les 3 premiers jours, négatif. Si on refait, il peut être positif. Et le scanner ne remplace pas la PCR. On a maladie localisée à la sphère ORL avec une PCR positive sans atteinte scanographique. Et si on fait un scanner normal, surtout ne pas dire que vous n'avez pas la maladie. Non. Le scanner, il recherche la localisation pulmonaire, sa gravité, l'existence de diagnostics alternatifs, poumon cardiaque, fibrose, pneumonie, d'accord? Donc, c'est ça l'indication du scanner. L'aspect tomodensitométrique précoce, c'est celui d'opacité en verre dépoli, de siège périphérique, sous-pleural, non systématisé, avec un caractère multifocal, asymétrique et une étendue variable. Ce n'est pas pathognomonique, c'est évocateur. Il n'y a pas d'image pathognomonique du Covid. C'est de la probabilité, forte probabilité avec le contexte. En général, il n'y a pas de nodule, il n'y a pas d'adénopathie, il n'y a pas d'épanchement pleurique. L'évolution peut se faire vers 2 aspects, l'aspect de pneumonie organisée et les formes graves cliniquement qui peuvent donner des condensations alvéolaires étendues. Voici l'aspect de verre déposé. Vous le voyez tous. Il est là, voilà. Voyez, hein. C'est comme le verre qui est pas poli, qui n'est pas lisse. Voici le verre dépoli. Voici quelques comblements alvéolaires avec des infiltrats. Voilà. Et on a le verre déposé. Mais regardez la gamme diagnostique du verre dépoli. Tout ce que peut donner, qui peut nous faire évoquer le verre dépoli. L'OAP, la pneumocystose, les médicaments, les hémorragies alvéolaires, les vascularites, et tout ça. Les pneumopathies interstitielles diffuses, d'accord? Et même le crazipavine qui associe les lésions réticulaires intra ou interlobulaires ne sont pas pathognomoniques, elles sont évocatrices, mais elles peuvent se voir, regardez, peuvent se voir dans l'OAP, dans les pneumopathies infectieuses, d'accord? Et c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'aspect pathognomonique du Covid, et c'est pour ça que tout est mélangé actuellement, et à la phobie des malades, on prend tout pour du Covid, il y a un peu de vrai dans cela, on a eu des cardiaques, des OAP, traités pour Covid, et vous savez l'évolution fatale de l'OAP si on ne traite pas par les diurétiques et l'oxygène. Voici l'image typique du crazipavine. C'est l'association du verre dépoli et des réticulations interlobulaires et intralobulaires. Voilà, typique. Hein. Voici les réticulations. Et voici la gamme diagnostique. L'OAP, la pneumopathie infectieuse, la pneumocystose. Ça, c'est pas du tout caractéristique. Donc,
si vous avez un immunodéprimé, si vous avez un CD1 qui vous fait des lésions vers des polis avec des réticulations, on doit d'abord évoquer la pneumocystose. Il a le droit de faire un Covid, mais pensez d'abord à la pneumocystose. Voici les lésions diffuses de condensation. Ensuite, il y a une classification que l'on doit retenir. Quand on a moins de 10% de la surface pulmonaire qui est touchée, c'est une lésion minime. Quand on a 10 à 25%, c'est une lésion modérée. Et quand il y a une étendue de 25 à 50%, c'est étendu. Quand c'est 50 à 75, c'est critique, c'est sévère. Et quand c'est supérieur à 75, c'est critique, ça occupe pratiquement les deux poumons. Si on voit la TDM versus PCR, c'est clair que avec la TDM, on a plus de lésions évocatrices. Vous savez tous que la PCR, il y a des faux négatifs. Hein. Dans les meilleurs services, 70, 80%, parfois moins. Chez nous, c'est moins. D'accord? Mais quand on a un scanner évocateur, c'est clair que quand on suspecte une complication du Covid, le scanner est d'une importance capitale. Il nous montre la localisation pulmonaire et il nous montre l'étendue et on a les diagnostics alternatifs. Une embolie associée, un poumon cardiaque, une BPCO avec emphysème. Donc, c'est ça l'importance de la TDM qui est capitale. Et la radio, si je peux me permettre, n'a pratiquement pas de place dans le diagnostic et le suivi. Hormis certaines situations très étendues. Pourquoi? Parce que dans la pathologie interstitielle, dans le verre des polis, la radio thoracique de face est mise à défaut, elle est supplantée, elle est dépassée par le scanner thoracique. Ça, on doit le reconnaître. Bien. Donc, vous voyez ici l'exemple de scanner chez 3 patients asymptomatiques et c'est vrai, on a eu des malades asymptomatiques avec des lésions scanographiques. Maintenant, est-ce qu'il faut faire le scanner pour tout le monde? On dira non. Mais si des patients âgés, à risque, avec des comorbidités, n'hésitez pas à demander le scanner. Souvent, il y a des lésions. Et ça, c'est une caractéristique du SARS, c'est qu'il n'y a pas de parallélisme entre l'atteinte scanographique et la symptomatologie. Parfois, on parle justement de l'hypoxie silencieuse. C'est des malades qui semblent être bien, mais quand vous faites la saturation, vous êtes étonné de voir 85, 84, parfois moins, alors qu'il vous dit, je vais bien, peut-être une petite dyspnée d'effort. Et donc, c'est très important chez les patients à risque d'être vigilant et de demander un scanner. Maintenant, l'évolution pulmonaire scanographique évolue en 4 stades. Le stade précoce, jusqu'au 4e jour, c'est des opacités en verre dépoli. Entre le 5e et le 8e jour, c'est l'extension des plages de verre dépoli, la confluence, l'organisation des condensations et l'apparition d'opacité linéaire. Le stade tardif, c'est la diminution des plages de verre dépoli au profit des condensations. Et enfin, le stade tardif au-delà de 14 jours, c'est une régression progressive des anomalies. Voilà, donc ça c'est clair. Je vais passer, c'est important. Voici l'évolution scanographique. Commence par du verre dépoli, il y a des condensations, il y a de la régression, et puis ça commence à disparaître. Et souvent, les lésions évoluent favorablement, heureusement. On va voir dans le post-Covid qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi certains font des fibroses. Ensuite, l'étendue, le nombre de lobes atteints, ça on a vu l'étendue, il y a pas de souci. Là, c'est une PCR négative chez des patients qui ont des lésions respiratoires. D'accord? Une PCR négative n'élimine pas la COVID, un scanner normal n'élimine pas la COVID également. Voilà.
Bien, là, donc, c'est des cas cliniques, hein. Rapidement, vous allez voir des lésions étendues, voici vraiment des lésions qui prennent beaucoup. Là, c'est des lésions moins étendues. C'est une atteinte modérée. Là, c'est des atteintes étendues aussi. Là, c'est pour vous montrer la disparité. Là, c'est souvent les régions basales, inférieures, mais ça peut toucher les régions. Là, attention, c'est un cas de pneumonie. Vous voyez bien l'aspect alvéolaire avec bronchogramme aérique et c'était un patient qui a fait de la fièvre. Il était sous chimiothérapie pour lymphome malin non hodgkinien. Il a fait une PFLA et vous voyez bien. Donc, il faut faire attention. Là aussi, c'est des dilatations des bronches surinfectées. D'accord? Il faut faire très attention. Là, c'est une atteinte importante. Là aussi, c'est une atteinte importante. Attention à l'atteinte cardiaque. Et vous avez bien vu que les lésions sont centrales et vous avez l'épanchement pleural bilatéral, plus important à droite. Il est bilatéral et ça, c'est une décompensation cardiaque. Très important à retenir. Lésion peu étendue, lésion étendue. Attention au diagnostic différentiel. Toujours être vigilant. Je passe. Voici une atteinte minime. Voici une atteinte minime. Là, c'est des complications barométriques d'une ventilation mécanique. Vous savez tous que la ventilation n'a pas que des avantages, elle peut avoir des inconvénients, surtout les ventilations à haut volume. D'ailleurs, actuellement, c'est des ventilations avec des volumes bas. Et vous voyez bien sûr ce pneumothorax et ces barotraumatismes sur ce patient qui avait des lésions de Covid. Là aussi, c'est pas un Covid, c'est clair. Ça, c'est des lésions étendues de Covid. Donc voilà, à peu près, j'ai montré les principales images. Bien. Donc, c'est très important de connaître comment évoluent les lésions aiguës. Et vous avez vu que le gold standard des lésions pulmonaires, c'est le scanner thoracique. Avec ou sans injection de produit de contraste, chaque fois qu'on suspecte une embolie pulmonaire, chaque fois que l'état se détériore sans explication, il faut injecter et rechercher sur les complications thromboemboliques parce que c'est un virus très thrombogène et c'est souvent des micro-thrombus, c'est des micro-thromboses et ces micro-thrombus peuvent mimer un SDRA, un syndrome de détresse respiratoire, et c'est comme ça que les médecins espagnols, italiens et français ont ventilé des patients pour syndrome de détresse respiratoire sans amélioration. Et c'est là dans les autopsies qu'ils ont remarqué qu'il y avait des microthromboses. Et d'ailleurs, le pronostic, la létalité de la COVID-19 a nettement diminué depuis les corticoïdes et depuis les anticoagulants. D'ailleurs, actuellement, il y a des protocoles en fonction des dédimères de donner des doses d'anticoagulants qui vraiment évitent l'apparition de complications. À quoi serait due une fibrose post-Covid? On s'est dit peut-être que c'est dû à la sévérité de l'atteinte initiale, c'est vrai. Quand on a 75% de lésions, on peut garder des séquelles. Les traitements administrés, mon message va pour l'oxygène à haut débit. Attention, ça peut donner des dégâts pour les alvéoles. Et c'est pour ça que dès que vous améliorez le patient, ne maintenez pas de fort débit d'oxygène. Toujours, dès que le patient sature au-dessus de 92-93, réduisez le débit, sauf nécessité absolue. Mais on a vu des patients atteindre 15 litres, 20 litres. Et ça, c'est vraiment faramineux, c'est trop important, ça risque d'avoir des répercussions, des dégâts. La ventilation mécanique, comme on l'a dit, la ventilation mécanique, ça n'a pas que des avantages et ça peut donner des dégâts alvéolaires, parfois irréversibles.
Et bien entendu, arrive le terrain. On a remarqué que c'est pas tout le monde qui faisait des fibroses. Et heureusement, vous allez voir que la fréquence n'est pas aussi alarmante que ça. Mais si on voit le nombre de cas de Covid à travers le monde, c'est quand même une hécatombe de fibrose qui va, heureusement, c'est pas sur un pays, c'est sur. Et bien entendu, l'état du poumon antérieur, c'est fondamental. Donc, cet exposé, je me suis surtout inspiré de la communication du professeur Restani, qui est un médecin référent dans les fibroses pulmonaires, et il a fait donc son exposé que j'ai revu et j'ai essayé de vous tirer le plus important de cette présentation qui me semble est un socle, est une base pour la suite. Une équipe hollandaise a remarqué justement ce polymorphisme de la mucine 5B, qui se retrouve au niveau du chromosome 11, et les patients qui ont cette mucine, qui code pour la mus5B, ça c'est le gène sur le chromosome 11 qui code pour les mucines, peut être un facteur de risque génétique le plus puissant pour la fibrose pulmonaire idiopathique, pour les pneumopathies d'hypersensibilité, pour certaines fibroses d'origine professionnelle, l'amiante, l'asbestose, la polyarthrite rhumatoïde, d'accord, avec fibrose. Mais il semblerait que chez les patients qui ont ce gène, qui soit protégé de la COVID-19 sévère, c'est pas vérifié, d'accord, quand même. Bon, si on revient aux réparations alvéolaires en général, donc toute agression va entraîner des lésions exudatives. Souvent, ça s'arrête là et le sujet reprend, c'est comme les alvéoles. Parfois, c'est plus important. Il y a une phase proliférative où il y a des fibroblastes qui ont une activité, mais ça demeure inflammatoire et le patient peut récupérer. Mais quelquefois, c'est inéluctable, ça évolue vers la fibrose. Et là, c'est des autopsies qui ont montré des lésions vasculaires, les microthromboses, qui aggravent le pronostic, qui aggravent les dégâts alvéolaires, parce que vous savez, l'interstitium, il y a l'endothélium vasculaire, il y a l'épithélium alvéolaire, et il y a l'interstitium, la membrane alvéolo-capillaire. Donc, c'est vraiment le voisinage de tout. Ça, c'est toujours les remaniements. C'est ici, c'est les microthromboses, et ici, c'est les lésions inflammatoires, lymphocytes. D'accord? Ici, c'est un mode de guérison, si vous voulez, de la COVID. C'est ce qu'on appelle l'organisation, la pneumonie fibrinoïde organisée aiguë. Et quand on scanne, on voit les bouchons localisés, c'est des lésions inflammatoires et les corticoïdes donnent des résultats. Donc, au total, en phase aiguë, nous avons une inflammation lymphocytaire, nous avons des lésions épithéliales alvéolaires. Pourquoi? C'est parce que le SARS-CoV-2 s'implante au niveau du pneumocyte 2 et c'est là qu'il y a les dégâts au niveau de l'épithélium. On a des lésions endothéliales qui génèrent de l'hypoxie, on peut avoir de la fibroprolifération avec les fibroblastes. Ça, c'est schématique, c'est pas des données, c'est juste des constatations. Donc, dans 95% des Covid, de la Covid, il se passe rien, tout rentre dans l'eau. Dans 5% des cas, sur ces 5% des cas, 30 à 50% vont guérir. 20% vont décéder et 30 à 50% de ces 5%, ce qui n'est pas négligeable, si on voit le taux d'atteinte à travers le monde, on va voir que c'est un chiffre qui va peser et donc cette fibrose post-Covid, il va falloir faire avec
il va falloir la gérer, il va falloir la maîtriser, il va falloir la connaître. On a dit que c'est pas tout le monde qui pouvait faire une fibrose. C'est comme dans l'asthme. Il faut un terrain génétique, il faut un environnement propice. Et l'association des deux va donner la maladie. C'est la même chose au niveau de la fibrose. Il faut sûrement une prédisposition génétique. L'âge aussi, c'est un facteur favorisant des fibroses. D'accord? C'est ce qu'on appelle les facteurs endogènes. C'est ce qu'on appelle la susceptibilité. La susceptibilité. Ensuite, il y a les facteurs, la seconde agression, second hits. Et là, c'est les médicaments, l'amiodarone, le méthotrexate, les virus et les bactéries, le tabac et les particules inhalées professionnelles ou autres. D'accord? Tout ça va avoir une lésion au niveau du pneumocyte 2. D'accord? Ce pneumocyte 2 va être agressé et va libérer des cytokines, des chimiokines, des facteurs chémotactiques. Et bien entendu, ces facteurs vont évoluer vers la fibrose. Quelles sont les relations entre la fibrose pulmonaire et les virus? On n'en a jamais eu de virus de ce type qui ont entraîné autant de dégâts. Les fibroses de la grippe sont anecdotiques. On en voit rarement. On savait que la grippe donnait des syndromes de détresse respiratoire aiguë, mais de cette ampleur, c'est vraiment incroyable. Vous savez que la varicelle, que le zona, la rougeole pouvaient donner des fibroses. D'accord? Maintenant, les altérations fonctionnelles, ça c'est une étude chinoise sur 57 patients, 17 étaient sévères, 40 non sévères. Donc, bien entendu, on mesurait les altérations. Donc, la CPT, c'est important, la CVF, c'est important, et la DLCO, c'est important. D'accord? C'était une évolution sur un mois, et on voyait quand même que les lésions, plus c'était sévère, plus les régressions étaient plus difficiles. Bien. Voyez maintenant l'évolution chez ce cas. Voilà le scanner à J9 et le scanner à J11. On voit que les lésions ont augmenté. À J35, les lésions ont complètement régressé et c'est l'évolution souhaitée et c'est heureusement, dans la majorité des cas, c'est ça. Voyez maintenant ce cas, c'est un patient de 73 ans, chinois, qui a fait une forme sévère et vous voyez bien de la fibrose bien installée rapidement avec des bronchectasies de traction et du rayon de miel qui apparaît. Voici, donc c'est une plaque du professeur Crestani, bien entendu, ce jeune de 38 ans qui n'a aucun antécédent, aucune comorbidité, ni IMC dans les normes, passion jusque-là normale. Voici le scanner à J1 et voici le scanner à J11. Voyez le rayon de miel ici qui vraiment occupe pratiquement tout le poumon droit. Et d'ailleurs, c'est un patient, selon le professeur Crestani, qui va être greffé ultérieurement. Regardez aussi ici, le patient commence à évoluer, c'est le même patient, J1, J11 et voici J20. Vous voyez, les lésions de fibrose se sont installées. Ici, c'est un insuffisant rénal, c'est toujours des malades du professeur Crestani. Ici, c'est un malade, vous voyez bien, c'est vrai que c'était un immunodéprimé. Il a fait un scanner le 11 mars, et je ne sais pas pourquoi. Et regardez, le 25 mai, 2 mois après, il fait pratiquement une fibrose étendue. Pour revenir au cas de la BPCO, voici une BPCO avec les lésions d'emphysème qui a fait un Covid et qui va garder des séquelles et qui va aggraver sa fonction respiratoire. Je vais terminer par des messages. En pratique,
Il faudrait revoir les patients à 1 mois et 3 mois. C'est important selon la sévérité, mais le contrôle d'1 mois est nécessaire, le contrôle de 3 mois est nécessaire. L'interrogatoire doit être minutieux. Un examen clinique parfait, l'EFR avec des SCO et un scanner sans injection. Sauf si on suspecte une embolie ou autre chose. Maintenant, il ne faut pas se borner à la fibrose post-Covid. Il ne faut pas qu'elle nous hante. Il ne faut pas qu'elle hante nos esprits. Il faut discuter d'autres complications. Le patient a le droit de faire une embolie, il a le droit de faire un problème cardiaque, donc il faut élargir les explorations. C'est pour ça qu'il faut rechercher une infection, un infarctus, des maladies préexistantes, et je reviens à la force des pays développés, c'est ces réunions multidisciplinaires qui permettent de réunir des pneumologues, des radiologues, des chirurgiens, des anatomopathologistes pour discuter de ces cas. Et chaque fois que vous aurez des bouchons localisés, des pneumopathies organisées, ce qu'on appelle la phase proliférative semi-récente, vous pouvez donner des corticoïdes. À titre indicatif, on ne donne pas de forte dose, on donne 0,5 mg kilo jour de prédnisolone ou prednisone. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui pèse 60 kg, vous lui donnez 30 kg. D'accord? Entre 60 et 70, vous donnez 30 à 40 mg maximum pendant 1 mois, puis diminuer 20 mg, puis 20 mg par jour, c'est-à-dire diminuer de 10 mg, puis 10 mg en 1 mois, pendant 1 mois environ, jusqu'à l'évaluation suivante. Bien entendu, on ne donne pas les corticoïdes chez tout le monde. Si vous avez du rayon de miel, des bronchites, des réticulations importantes, des bronchectasies de traction, ça ne sert à rien de donner des corticoïdes. Mais chaque fois qu'on a des stigmates d'inflammation au scanner, n'hésitez pas à donner. Et moi, personnellement, j'ai une dizaine de patients chez qui j'ai donné des corticoïdes. Il me semble que les résultats sont trop bons. Il y a une amélioration fonctionnelle. Et même au scanner refait après 2 mois de traitement, on a quand même une diminution des lésions. Donc, la fibrose est là. Souvent, l'évolution est favorable, mais il faut la guetter, il faut la traquer, il faut la rechercher. Et je pense que on a encore beaucoup de travail à faire, soit en phase aiguë ou en post-Covid. Et je vous remercie de votre attention.